travail. Tout le monde travaille, n'a pas, oui, tout le monde n'a pas travaillé non plus en ESN. Moi, perso, c'est ma première expérience également. Donc, on a un peu des profils différents et on va vous apporter un peu de retour sur notre expérience, sur nos profils et un peu ce qu'on fait au quotidien. Je vous ai proposé on vous propose un plan en 3 parties. Un plan un peu généraliste sur le métier de commercial. Ce sera un peu théorique, on va aller très vite sur cette partie-là. Deux parties sur le service en ESN et particulièrement en Lixi, comment on fonctionne. Et la troisième partie, un vie ma vie de ton ingé d'affaires. Alors, je sais que ça se fait beaucoup dans les milieux informatiques. Même des fois, des fois, on ne sait pas vraiment ce que font les gens sur notre projet. D'autres fonctions que le développeur ou le tech lead, des fonctions plus support, ou des fonctions des métiers fonctionnels, par exemple, et également business. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'un commercial? Vous avez tous une petite idée. Donc, j'ai pris une définition Wikipédia, j'ai même laissé le lien dessus. C'est très simple, le commerce désigne l'activité économique d'achat, de vente et de biens et de services dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice pour l'entreprise. Un commercial est un professionnel spécialisé dans la vente de ces dits produits ou services. En l'occurrence, nous vendons des services. Et son rôle, donc, identifier des marchés, des prospects, présenter la proposition de valeur de l'entreprise, accompagner les clients, négocier des contrats de vente et maintenir des relations avec les clients dans le but de les fidéliser et de vendre derrière. Son objectif est bien sûr de maximiser les ventes et d'assurer des bénéfices, des profits pour l'entreprise sur le long terme. J'avais mis beaucoup de présentations, un peu de films ou de séries, de sitcoms qui vous parlent sur des métiers de commerce et de vente. Bon, c'est plus histoire de se prendre sérieux sans être trop sérieux. Le métier commercial est un peu des fois biaisé sur des métiers de costard-cravate, des gens qui sont toujours à vendre au téléphone. Ce n'est pas notre cas, bien sûr. Ouais, là, l'idée, c'était d'avoir un petit peu de théorie sur la phase d'acquisition d'un client type. En fait, l'idée, c'est que peut-être que vous imaginez plutôt, vous, le client, mais au final, il y a plein d'étapes en amont qui sont de la sensibilisation. Donc, la personne ne nous connaît pas forcément, qu'il va falloir lui donner du savoir, lui montrer un peu qui on est, pour lui donner un peu d'intérêt, après de la considération, de l'évaluation, pour après arriver en tant que prospect, pour après avoir une intention et un achat. Et en fait, c'est toutes ces phases-là en fait, sur lesquelles on travaille, nous. Et après, je ne sais pas si toi, tu veux parler un peu plus de ton deuxième, je ne sais pas. Les typiques à une étape de vente, de cycle de vente, qu'on soit commercial dans une entreprise qui vend des copieurs ou du papier, ou peu importe quel type d'entreprise, on a un cycle de vente qui est un peu assez sommaire, mais de la génération d'un lead. Alors, un lead, c'est un piste potentiel business, quelqu'un qui avait un intérêt, un client, un potentiel client, un prospect, de la qualification du besoin, l'identification du besoin, une offre commerciale. Donc forcément, déjà là, il y a un petit délai entre le moment où on va faire une proposition commerciale. Il faut bien sûr, dans le milieu informatique, on en reviendra après, une qualification un peu plus poussée, parce qu'un seul commercial ne peut pas forcément faire une qualification technique d'un besoin sur un sujet d'architecture. En tout cas, moi, j'en serais pas capable tout seul. La négociation commerciale, forcément, une fois que la proposition est envoyée, il y a toujours une petite phase. On va un peu accrocher sur des tarifs, par exemple, souvent, mais également peut-être le périmètre de la proposition, qu'il soit technique ou fonctionnel. La conclusion de la vente, quand on a réussi en tout cas à acter cet acte de vente, et la fidélisation. Donc, on peut voir qu'en fait, toutes ces étapes prennent du temps, et en fait, c'est la représentation aussi un peu immatérielle de la relation, du développement de la relation commerciale. Parce que forcément, quand vous avez des échanges avec vos interlocuteurs réguliers, quand nous venons en tant que commerciaux, en tant qu'ingénieurs d'affaires, business manager ou peu importe le titre qu'on nous donne, forcément, le discours n'est pas forcément le même. Évidemment, puisqu'on parle de sujets un peu plus concrets, terre à terre, un peu d'argent. Voilà. Donc, le service en ESN, et plus particulièrement chez Lixi, on va avoir un peu un focus sur le marché du Grand Ouest. Vas-y, Seb. Non, pardon. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu un état des lieux. Donc, globalement, il y a des startups, des scale-up, que ce soit à Rennes ou à Nantes aussi, parce que l'idée, on est sur le Grand Ouest. Là, j'ai noté Black Knot, Steeples, Leo Care, Pure Control plutôt en scale-up. Après, il y a des ETI grands comptes, pareil, Yves Rocher, Groupama, Beaumanoir,
tout ça, c'est des comptes qu'on essaye d'adresser. Alors forcément, on n'est pas les seuls. Structures publiques, les JIP, ministère des Affaires étrangères, l'armée aussi. Il y a des incubateurs, accélérateurs et il y a aussi quelques autres ESN. Donc en fait, là, on a un schéma qui est assez connu, mais qui représente un petit peu tous les acteurs enfin pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a, tout le monde n'en fait pas partie, mais des acteurs du numérique en tout cas dans le Grand Ouest. Et puis du coup, Lixi est là. Donc et il y a Cloud IAM aussi en haut, un peu plus à gauche. Mais voilà un petit peu pour dire que voilà, il y a des acteurs, on n'est pas tout seul. Il y a aussi avec qui on peut travailler. Donc voilà. Des clients. Il faut dire, faut se signifier à un groupe, ceux qui font ça, ou c'est eux qui le font d'eux-mêmes? C'est eux qui le font d'eux-mêmes. Ouais. On les a rencontrés pour la petite histoire avec Alexis lors du village by Crédit Agricole, lors d'une conférence qui était plutôt destinée en fait aux entrepreneurs et aux investisseurs, des gens qui ont envie d'investir dans des entreprises à impact. Nous, on était là en représentant la technique et à voir s'il y avait des potentielles opportunités, mais ce n'était pas vraiment le sujet, en tout cas. Dommage. On a essayé. Ceux qui ont fait cette carte, en fait, c'est un incubateur. C'est ça. Un VC, ceux qui cherchent des fonds pour des startups. Voilà. Ils investissent et ils ont un petit peu testé tout cet écosystème. Ils le refont tous les ans. Ils le mettent à jour tous les ans. Ouais. Tous les ans, on le reçoit. Mais c'est intéressant parce que on voit qu'il y a quand même un sacré paquet d'entreprises et puis ils les ont bien répertoriés par type d'activité. Mais par exemple, je crois que dans les entreprises en transition numérique, par exemple, on ne va pas avoir de Legendre. Certains ne sont pas encore identifiés non plus en tant que très fortes sur le numérique. Donc, certains de nos clients ne sont pas dessus. Donc, il y a encore beaucoup de choses à... Tout n'est pas là-dedans. Bien sûr, oui, c'est pas exhaustif, hein, mais ça... Ah, d'accord. J'avais pas l'info. C'était ça le sens de ma question. Ah, d'accord, ok. Pourquoi on n'a pas de points? Oui, c'est ça que Je sais pas. C'est des stations de métro. Ouais, c'est possible que... Si, il y a une signification, mais je sais pas ce que c'est. Que Claude IAM a une... On a payé plus. C'est peut-être ça le point, du coup, le point rempli. Je voulais vous présenter rapidement les différents types de prestations qu'on propose pour celles et ceux qui sont juniors en ESN. D'abord, je rappelle que nos deux activités principales, Alexis, c'est l'architecture du système d'information ainsi que le développement logiciel. C'est un point différenciant de notre entreprise parce qu'on est à peu près une cinquantaine de consultants, enfin peut-être un peu moins, quarantaine de consultants technico-fonctionnels, avec beaucoup d'architectes. Et ce qui n'est pas le cas dans des ESN de notre taille, normalement. C'est avoir autant d'architectes de systèmes d'information, c'est quand même une vraie plus-value, une valeur ajoutée technique. On est capable de prendre des sujets d'ampleur pour des grands groupes à notre taille. Également, le développement logiciel, donc la partie qu'on vend au long cours, que vous connaissez très bien. On fait 3 types de prestations, du projet au forfait, en agilité, ticket, sprint, en cycle en V aussi également, de l'assistance technique, et on propose des formations à nos clients qui sont demandeurs. La dernière en date était à Ouest France, la conférence, pardon, des formations, des conférences pour soit des coachings pour des développeurs qui veulent progresser, ou des conférences sur des sujets plus tendances qu'on maîtrise, notamment sur l'IA, sur le guide du coroutard que j'ai vu passer. Je ne les connais pas encore intégralement, mais c'est en cours. On les propose à nos clients. Également aussi, un de nos avantages, une de nos forces à Lixi, par exemple, c'est l'aspect Keycloak, très demandé sur le marché. Et encore une fois, pour des ESN de notre taille, c'est très rare d'avoir cette compétence, cette stack technique. Du coup, sur les modes de contractualisation, on a 2 façons de faire aujourd'hui. Donc, il y a la partie en direct. Pourquoi j'ai séparé petits comptes, grands comptes? Les petits comptes et les grands comptes, on les différencie par leur potentiel aujourd'hui business, donc leur consommation de prestations. La différence, elle se fait surtout sur le fait que sur la majorité des petits comptes, on peut travailler directement avec eux
sans avoir trop de problèmes achats et surtout pas forcément besoin de faire un référencement. Alors que sur les grands comptes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont un panel de fournisseurs qui est référencé. Alors selon les cas, il y en a qui changent tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans. C'est assez variable et du coup, là, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de se rapprocher de ces comptes-là. Donc là, cette semaine, on a rendu le référencement notamment pour le SIB. C'est des choses qui sont pas forcément encore faites, mais sur lesquelles on va se pencher parce que c'est des clients qui peuvent avoir des missions qui sont chouettes. Je pense notamment à Orange où on attend le rendez-vous avec les achats. Donc on sait que chez Orange, il y a de la vieille mission, mais il y a aussi beaucoup de beaux projets parce que moi, je m'en suis occupée pendant plusieurs années. Donc ça, c'est quand on est en direct avec eux et on a aussi la partie portage. Aujourd'hui, sur les grands comptes, il y en a qu'on ne pourra pas adresser de nous-mêmes. Donc, il y a des plateformes qui existent comme Alliance Hightech, comme Little Big Connection, qui font vraiment ce rôle. Eux sont référencés. Ils prennent forcément de la marge, mais eux n'ont pas de consultants. Ils n'ont pas de salariés qui peuvent aller en mission. Donc, leur rôle, c'est vraiment de servir d'intermédiaire entre les deux. Donc, nous, ça y est, on va travailler avec Little Big Connection. Alliance Hightech, on attend le rendez-vous parce que pour adresser certains clients, BPCE, Groupama, Solocal, on est vraiment obligé de passer par ces plateformes-là aujourd'hui. Donc, c'est en cours. Et après, il y a la partie via d'autres ESN. Donc ça concerne principalement les marchés publics. Parce que pour travailler avec le rectorat, pour travailler avec la DGA, pour travailler avec tous les sujets vraiment marché public, il faut être référencé et c'est des marchés qui souvent sont renouvelés pour 4 ans. Et aujourd'hui, on n'aura pas la capacité en fait d'adresser ce type de marché. Donc, on serait obligé de passer en portage via d'autres ESN. Voilà un petit peu pour la façon de contractualiser aujourd'hui. Du coup, après, on vous a fait un petit vie ma vie. L'idée, c'est de se représenter juste rapidement parce que même si vous nous connaissez, certains n'ont pas forcément notre parcours. Donc, du coup, je vais commencer. Du coup, pour ma part, mon parcours pro, il est en 2 parties. J'ai fait une première partie où j'étais commerciale dans la grande distribution. Je travaillais pour le groupe Lactalis. J'étais chef de secteur et du coup, j'étais responsable d'un parc de 60 magasins et de 9 drives. Et donc là, j'étais en charge vraiment du respect du référencement produit, de la promotion, etc. Et après, du coup, moi, je suis dans le monde des ESN depuis, je crois que ça fait 7 ans, 6 ou 7 ans maintenant. J'ai commencé à Paris, dans le bancaire. J'étais mono-client, donc full secteur bancaire. J'ai fait Altran et AFD Tech, spécialisé dans la télécom et secteur bancaire à Paris. Je suis revenue à Rennes, j'ai fait le groupe Créative. Et du coup, maintenant, je suis arrivée chez Lixi. Donc moi, le monde des ESN, je le connais plutôt bien, tout ce qui est lié justement, tout ce qui est contractualisation, référencement. Ça fait partie de mon quotidien maintenant depuis pas mal de temps. Alors moi, je suis technico-commercial de formation. Et j'ai fait pas mal de métiers un peu avant de jobs alimentaires dans le relationnel en tant que facteur. Certains le savent. Je suis arrivé dans l'IT en fait à Rennes il y a 3 ans où j'étais téléprospecteur. En fait, j'harcelais des SI toute la journée à faire des centaines d'appels. Le but, c'était on avait une base de données, on s'échangeait les noms et les clients tout le temps. Et le but était d'enchaîner le plus possible et de capter du rendez-vous. C'est ça, de faire du lead en fait. Moi, mon expérience, c'est le téléphone à l'ancienne, le cold calling, ce qui n'est pas forcément des fois adapté à ce secteur-là. Il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui n'ont pas de standard, en fait. Donc déjà, je suis un peu embêté. Même si j'utilise des plugins pour scraper des téléphones portables depuis une page LinkedIn, qui sont des fois plus ou moins exacts, ça marche bien. Des fois, j'arrive sur les téléphones portables de conjointes. Ça m'est arrivé à Lixi. C'est un peu embêtant. Mais en fait, le but, c'est de déranger un peu au début, de dire je mets un pied dans la porte, bonjour, je vous dérange pas trop. Et est-ce qu'on peut avoir un petit rendez-vous ensemble C'est comme ça que je fonctionne. Bien sûr, aussi, maintenant, j'utilise beaucoup plus LinkedIn qu'avant et des mails. Parce que le monde de la tech n'aime pas forcément être joindre par téléphone. On n'échange pas vraiment oralement, en fait. Pas quand il y a un besoin qui est clairement identifié. Donc ça, c'est mon expérience. Et ensuite, je suis arrivé à Konica Minolta, qui est une multinationale dans le monde du copier. Pour ça que j'ai mis un peu un gif sur The Office. Donc là, je ne vendais pas du copier, je vendais j'étais sur le marché de l'infogérance, en fait, pour conquérir du marché. Donc, en fait, tout simplement vendre des solutions informatiques, des serveurs, des solutions de SharePoint. Alors, j'étais plutôt marié Microsoft et Dell, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais ici, forcément. Et donc, le but était de conquérir du marché sur ces périmètres-là. C'est ma 3e expérience en tant que commercial.
Ouais, et donc Sébastien de Nantes, notamment. Non, moi du coup j'ai commencé plutôt, pas toujours un peu dans la partie commerciale, mais plutôt en communication. Après, moi j'avais monté une boîte de prod vidéo, donc pareil, je m'occupais du commercial parce que je travaillais avec des réals et pareil, de la technique. J'étais sur la partie production et commerciale. Et puis, il y a 4 ans, quand on a fermé cette boîte-là, j'ai rejoint une petite agence et du coup, une agence web qui était spécialisée en PHP. Donc voilà. Et puis, là, j'ai rejoint Alexis il y a quelques mois maintenant. Mais voilà, donc je découvre un petit peu parce que nous, on faisait plutôt du forfait dans l'agence où j'étais. On s'était mis un peu plus sur justement l'assistance technique, mais voilà, donc on découvre aussi un petit peu. Les technos sont pas les mêmes, mais voilà, globalement, ça se passe bien. Pour rentrer un peu plus concrètement dans ce qu'on fait toutes les semaines, il faut savoir que nous, nos journées, elles ne se ressemblent pas du tout. Enfin, elles peuvent être très variées et surtout, elles peuvent changer très vite. Les seules routines, entre guillemets, qu'on va avoir, on a des points qui sont fixes. Donc, on a les réunions commerciales du lundi et du jeudi. Une semaine sur deux, on fait un point avec les personnes du recrutement pour voir justement où en sont nos besoins, comment est le marché au niveau de nos clients pour aussi les orienter sur les profils qu'ils doivent chercher et eux aussi pour nous donner la tendance du marché du recrutement à l'instant T. Parce qu'on sait que ce soit le commerce ou le recrutement, c'est un marché qui fluctue énormément et qui souvent ne fluctue pas dans le même sens au même moment. On est même plutôt souvent à contre-courant l'un avec l'autre. Et on participe au Copil, du coup, le jeudi. Sur le travail de fond, notre rôle, c'est quoi? On a toute la partie vraiment qui va être autour de la prospection. Donc, ça va être de se renseigner sur les entreprises qui font partie du marché, c'est d'essayer de choper les infos pour savoir si ça vaut le coup qu'on les attaque ou non, qui est-ce qui y travaille, ceux qui ont de la prestation. On va aller les contacter, téléphone, mail, un peu de toutes les façons qu'on peut. On a la partie relation client et collaborateur. Qu'est-ce qu'on entend par là? La relation client, ça va du premier contact au suivi des missions, au fait de garder le lien, parce que quand on identifie un prospect, le besoin, il peut ne pas être immédiat. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Le suivi des missions, c'est bien sûr sur l'AT, sur le forfait. C'est pas nous qui nous en occupons, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment ces suivis réguliers. Et quand on parle de la relation avec les collaborateurs, c'est justement quand il y a l'AT, c'est déjà de vous aider et de vous accompagner sur la préparation des entretiens, parce que nous, on a l'habitude de ça. Donc, on a mis en place avec Seb et Paul, d'ailleurs, une fiche de préparation sur ces sujets-là. C'est vraiment, en fait, de faire en sorte que vous arriviez en confiance, parce qu'on ne changera jamais le fond de ce que vous avez fait, parce que ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, sur la forme, aujourd'hui, nous, on connaît nos clients, on est capable d'apporter du contexte et justement de vous aider sur ces sujets-là. Surtout ce qui est référencement, réponse appel d'offres, besoin client, on en a déjà un petit peu parlé. Aujourd'hui, quand on reçoit un besoin, c'est assez long. Déjà, il y a le moment où le client va nous donner son besoin. On va échanger entre nous sur les personnes auxquelles on peut penser, qui sont en disponibilité ou qui ont émis un souhait de changement de mission. On va valider ça justement pendant nos réunions commerciales. Ensuite, on va échanger avec les personnes concernées. Ensuite, il faudra qu'on envoie les profils. Donc, des fois, il y a un peu de travail à refaire sur les documents qu'on envoie, donc sur les dossiers de compétences, voir si l'AMP est bien à jour, si on a toutes les infos. Et ensuite, suite à ça, il y aura éventuellement, potentiellement, les présentations et toute la partie négociation, forcément, si la mission doit démarrer ou même des fois, elle a lieu avant même qu'ils acceptent de rencontrer les personnes. Donc voilà un petit peu cette partie-là et la partie image de marque et visibilité. Aujourd'hui, on a rejoint le Pool, par exemple. On a rejoint, je ne sais plus ce que c'est à Nantes. La cantine à Nantes. C'est de participer à des salons, c'est de montrer. En fait, aujourd'hui, il y a un manque de visibilité parce que l'IXI n'est pas forcément très gros, on n'est pas forcément connu. Donc notre rôle aussi, à nous, c'est aussi ça, en fait. C'est de montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on peut être présent et montrer ce qu'on fait. Donc, on a un vrai travail dessus et c'est ce qu'on est en train de faire et ça va continuer. Donc, voilà un peu globalement nos semaines.
Du coup, là, l'idée, c'était de parler un petit peu de la génération de suspects. Alors, on va vraiment parler de suspects parce qu'on est vraiment sur un nom, une entreprise où on n'a pas encore identifié qui est-ce qui travaille. Mais voilà, on sait, on se dit soit entre nous, soit en faisant de la veille, soit en faisant, on entend parler ou on suit un peu de l'actu, etc. Mais l'idée, c'est de creuser, commencer par creuser des suspects, ensuite pour arriver sur du lead. Donc, c'est-à-dire que là, on a peut-être un intérêt, c'est-à-dire que, OK, on est sur la bonne techno, peut-être qu'il est en train de rechercher à renforcer son équipe. Et après, on arrive sur le côté prospect, où là, bah ouais, il va falloir qu'on rentre vraiment en contact ensemble pour pouvoir lui voir si on peut bien travailler ensemble. Et après, il y a le côté client, où là, il a acheté. Et du coup, voilà, c'est un peu les différentes étapes d'un client au final. Et en dessous, on est plutôt sur où est-ce que on va trouver tous ces leads, tous ces suspects, ces prospects, ces clients. Donc, ça va commencer par le réseau professionnel, même personnel des fois, les salons, le sourcing. Donc, ça, c'est plutôt du LinkedIn ou de la veille, voilà, réseaux sociaux. Et après, on est sur de l'email, enfin, de l'email, du cold calling, cold calling, pardon, appel à froid. Tout ce qui est relance, du lead nurturing, où là, c'est l'idée une fois qu'on a un lead, bah, l'idée, c'est de pouvoir continuer de le capter et de lui transmettre toujours de l'information, que ça soit justement des conférences, des choses comme ça. C'est l'idée, c'est toujours qu'il soit alerte sur que, voilà, on est là et s'il a besoin. Donc voilà. Et après, il y a toute la partie aussi marketing, communication. Et là, ça va être plus sur le site vitrine, parce qu'au final, les gens, quand ils nous découvrent, bah, ils commencent par le site vitrine, éventuellement des landing pages. Donc, il y a aussi le SEO, le blog. Et après, ça peut être éventuellement des livres blancs, des webinaires, etc. On voulait parler de la relation clientèle, c'est souvent quelque chose qui est un peu immatériel et qu'on ne voit pas vraiment à court terme. Je vais commencer avec le cas pour GMVet, par exemple. GMVet, c'est l'un des clients auxquels je m'occupe au niveau commerce. Donc GMVet, c'est des clients qui sont juste à côté, au boulevard Solferino également, qui est un ERP destiné aux cliniques vétérinaires, qui est leader sur son marché, une boîte qui bosse bien, qui appartient au groupe Centravet, qui est une ETI, alors une grosse coopérative à Dinan. Donc GMVet, c'est du Java. Il y a un gros legacy. Quand je suis arrivé, j'ai compris qu'il y avait une dynamique qui n'était pas forcément très bonne au niveau technique. Donc j'ai échangé avec Antoine Barou, qui n'est pas là, qui est là-bas aujourd'hui, dommage, et Thomas aussi. Donc qui me parlait un peu du sujet et comment l'organisation du travail était faite, l'organisation humaine et technique. Après la première rencontre que j'ai fait avec Joachim, qui est le CTO, donc celui qui dirige en tout cas l'équipe technique là-bas, forcément au début on connaît, bon, déjà je suis un incognito dans le monde des ESN, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, je connais rien encore au monde du logiciel. L'idée en tout cas est de forcément, dès les premières impressions, en tout cas représenter l'image positive de Lixi, dynamique, et de suivre après Joachim avec une approche voilà, pas l'embêter, clairement pas l'embêter, mais quand même être présent pour montrer qu'on a aussi, nous, des arguments, Alexis, parce qu'on n'est pas les seuls, en fait, chez GMVet. Loin d'être les seuls, il y a beaucoup de monde en Presta, beaucoup de nos confrères, ils sont implantés, hein, il y a moins d'internes, il y a plus de Presta que d'internes, il me semble, et c'est clairement assumé. Et en fait, le but est de rayonner un petit peu la relation commerciale et de la récupérer, parce qu'ils connaissaient auparavant Violette, ils se connaissaient bien, moi, ils ne me connaissaient pas du tout. Au début, on sent que les besoins, ils nous passent sous le nez, en fait. Ils passent sous le nez de confrères qui sont devant nous, qui nous sont devancés. Et par la suite, on arrive à proposer Thomas François, qui avait exposé son souhait de changer de mission et qui arrive maintenant, qui est tech lead depuis le 6 janvier chez eux. Et donc, en fait, de fil en aiguille, on arrive un peu alors forcément, à proposer des consultants qui sont adaptés. On rencontre plusieurs fois le CTO parce qu'on fait des entretiens d'embauche, des sortes d'entretiens d'embauche concrètement, où j'accompagne le consultant et rassure et puis facilite un peu mon rôle de facilitateur de la prestation. Et de fil en aiguille, on tisse une petite relation avec le CTO. Le but, c'est qu'il nous fasse confiance. Il y a un atelier Kiklo qui a été organisé après. C'est des petites attentions, mais voilà, répondre présent, dire qu'on a une grande salle au R2 qui est dispo pour lui, qu'on est partenaire, qui peut avancer sur des chantiers. Alors là, on essaie de trouver les consultants qui peuvent être disponibles. J'ai pas mal embêté Charles à ce moment-là. Tristan aussi, je dis voilà, il y en a besoin de vous pour avancer sur ces sujets Kiklo au long cours. Bon, il faut qu'on y aille. Par la suite, ça a permis aussi de pouvoir proposer un troisième consultant aujourd'hui, Harold, qui rejoindra la GMVet le mois prochain. Donc en fait, cette relation commerciale,
difficile de la représenter. C'est du travail sur du long terme, mais en fait, on arrive en tout cas à mieux vendre par la suite. C'est quand même le but, hein. Connais aussi la Mais personne. tu connais mieux la personne, elle est rassurée, il se dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'il a lui, à m'embêter?» au début, puis en fait, au final, il comprend que, voilà, on est dans le même marché, on a des besoins, il a des besoins. Moi, je suis là pour y répondre et il nous fait confiance et aujourd'hui, on est plus nombreux, donc c'est plutôt positif, voilà. Aussi, hein. River, si tu veux parler de… Non, bah, l'idée, oui, c'était ouais, c'est que une arrivée aussi différente. C'est-à-dire que là, c'était un nouveau client qui avait un besoin identifié et qui, bah, du coup, concrètement, ils sont allés voir notre site internet, ils ont allé voir les profils de Greg, de Mathieu. C'est comme ça qu'ils nous ont un petit peu, ils ont un peu évalué avant de nous partager un petit peu leur cahier des charges auxquels on a pu répondre. Pour une première partie. Après, il y a eu une autre partie où c'était plus de… Enfin, la première partie, pardon, j'explique un petit peu, où c'était plus de l'audit d'architecture. Et ensuite, après, il y a eu de l'accompagnement sur l'année, où là, l'idée, c'est qu'ils aient une structure qui peut les accompagner sur l'année, parce qu'ils savent qu'ils ont un manque sur ce côté-là. Et puis, bah, fin décembre, début janvier, c'était plus sur la partie UX/UI. Là, Pablo et Arwen ont pu aller dessus. Et là, il y a d'autres demandes des fois. Donc, ça dépend un petit peu. Ça évolue un petit peu à chaque fois en fonction de leurs besoins. Et ils savent que bah, on n'est pas loin en plus et que l'équipe est plutôt performante pour eux. Donc, ils sont contents. En tout cas, et voilà un petit peu. Et enfin, du coup, l'idée, enfin, de ce que disait Paul dans la relation client, c'est qu'en effet, on met du temps à la faire. En fait, c'est un peu comme, comme vous avec nous. C'est que même pour les clients, certains commerciaux, on a l'image de bonjour, on arrive, on met quelqu'un, on réapparaît 3 ans après, quand il a terminé sa mission pour proposer quelqu'un d'autre. Et en fait, cette image-là, faut réussir à s'en défaire parce que déjà, on n'est pas tous comme ça. Ça, c'est le premier truc et ça se travaille. C'est dur d'avoir un peu de recul côté Lixi parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là. Mais si on prend l'exemple de Genji, bah, il y avait Brieux qui était sur la mission. La mission lui plaisait pas forcément. On a eu Maxime, ça se passe très bien, il est content. Du coup, on a gardé la confiance en fait qu'avait le client. Aujourd'hui, ils nous ont ressollicité. On a 4 nouvelles personnes qui ont démarré en mission. Les retours sont très bons. Et en fait, ça se travaille, ça va de vraiment suivre les personnes qui sont en mission, mais aussi d'avoir des moments des fois un peu plus sympas. On a fait une galette des rois, notamment chez Genji. C'est aussi ça, la relation client, c'est que certes, il y a ce qu'on va pouvoir apporter pour répondre à leurs besoins, mais ils ont envie de travailler avec des personnes. Et des personnes qui comprennent ce qu'ils font et avec qui ils vont créer un vrai lien. Et il y a des entreprises pour lesquelles c'est 50% du business. Ou 50% du business doit se faire sur l'humain et pas que sur les compétences. Donc voilà un petit peu. Oui, donc dans le terme ingénieur d'affaires, j'ironise souvent sur le nom de mon poste avec certains développeurs que je vois ici. Moi aussi, ça m'a fait sourire. En fait, de la maîtrise du coup des cycles de vente un peu complexes. Avant, mes anciens collègues dans mon ancienne boîte, ils vendaient des copieurs. Donc forcément, c'est assez one shot. Vous savez très bien ce que c'est un copieur et ce qu'il fait. Quand on vend de la prestation de développement, c'est un peu plus transformateur pour l'entreprise. Forcément, les cycles de vente sont plus complexes, la prise de décision est longue. C'est évident. Enfin, voilà. Donc, je voulais prendre le cas de Bouge ta boîte puisque c'est un lead entrant qu'on a eu de la part de Sébastien et d'Alex qui nous connaissent, ils travaillent avec Cloud AM, hein, pour la petite histoire. Bouge ta boîte, c'est une entreprise, un réseau d'entrepreneurs qui soutient l'activité des femmes dans le milieu professionnel. Et donc, elles avaient travaillé avec une autre ESN par le passé, travaillé avec Cloud AM sur une partie Keycloak, et nous sollicitaient en fait pour le lancement de leur nouveau modèle d'abonnement. D'abord, ils étaient en mono-offre, et ils voulaient passer en multi-offre. Donc, je vais aller très rapide comment on fonctionne. Ils nous ont sollicité en novembre 2023. Le commercial reçoit la personne en visio et qualifie un peu le contexte de l'entreprise, savoir un petit peu, déjà, qu'est-ce que vous vendez, quelle est la proposition de valeur de l'entreprise, comment est l'organiser son IT. Donc, ils sont 2 personnes, un alternant et une chef de projet. Un petit peu les éléments qui composent. L'idée est de savoir un peu, de connaître le premier besoin, pourquoi ils viennent nous voir. Par la suite, l'idée est d'organiser une rencontre avec la core team qui sont nos avant-ventes, hein, parce que, encore une fois, je ne peux pas qualifier un besoin technique solo.
L'idée, en tout cas, c'est d'avoir... Il y avait Alexandre Tomaso qui est là et Thomas. On les a rencontrés pour voir un peu comment on pouvait les accompagner et répondre à leur enjeu. Donc, l'idée par la suite, ça a été de faire un contrat d'audit, un audit de 2 jours, d'analyse de l'existant, dans le but de proposer une architecture cible pour répondre à leur problème critique, qui était un lancement d'un multi-pricing. Donc, une soutenance de l'audit. On restitue l'audit avec un PowerPoint qui va expliquer nos préconisations sur l'architecture cible, je vais y arriver, qui était préconisée pour le 18 mars. Et là, les clientes nous demandent de passer à la suite, en fait, d'être faire une proposition. Alors, vous voulez me sortir un tarif durant l'audit, forcément, on parle de cycle de vente complexe. On ne peut pas sortir un tarif comme ça. Alors, moi, je n'ai pas forcément l'idée, en plus, de savoir quel consultant m'a proposé, quels sont les enjeux. Donc là, on était sur un projet au forfait, en agilité, au sprint. Donc, on est sur l'engagement de résultats. Donc, forcément, il faut anticiper, il faut réfléchir avec les avant-ventes, avec le pôle fonctionnel, avec les projets, avec Arwen, réfléchir qui on va positionner, quel tarif on va fixer, expliquer les grands principes de l'agilité, du sprint, comment ça va se compter sur la facturation, ça va permettre d'étaler leurs coûts, expliquer qu'est-ce qu'on va faire au niveau technique, quels besoins fonctionnels ça va répondre et quels seront les critères d'acceptance qui vont justifier que ce projet qu'on a vendu correspond bien à la demande du client. Forcément, je ne peux pas répondre en gros en 2 secondes combien ça va vous coûter, madame la cliente, c'est impossible. Donc, en 2 jours, je rédige un petit dossier technique, ce que j'appelle une propale, une proposition commerciale, avec les CV des consultants, on envoie le dossier, on dit voilà, c'est prêt, et on attend le retour. Le retour s'est fait en une soutenance de présentation qui s'est fait le vendredi. Retour, il n'a pas été concluant, malheureusement. Ce n'était pas dans le budget des clientes. Ça arrive. Maintenant, l'idée est après. Et après, c'est de garder contact avec ces clients, quand même les accompagner du mieux qu'on peut. D'autres commerciaux auront peut-être mis le couteau sous la gorge, auraient dit on peut baisser le tarif, on peut faire... Non, on va rester sur notre position. L'idée, quand même, est de les accompagner. Si vous ne pouvez pas travailler avec nous, c'est pas grave. N'hésitez pas, en fait, dans leur relation commerciale, à nous solliciter par la suite, si jamais du budget se débloque. Nous, on sera toujours là pour vous accompagner. Et puis, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu que la directrice était présente pour la Journée internationale des droits de la femme, qui était organisée à l'Élysée avec le Premier ministre. Il y avait beaucoup de dirigeantes qui étaient réunies pour cette journée-là. Et donc, j'ai envoyé un petit message de soutien parce que c'est le lancement de leur nouveau multi-pricing qui arrive dans quelques semaines. Et donc, on envoyé un petit message pour dire qu'on est toujours présent, qu'on pense à vous et que n'hésitez pas, si besoin, pensez à nous. On est là pour vous accompagner, forcément. C'est ça le travail d'un commercial aussi, c'est opportuniste, mais aussi de penser à ses clients, à la relation commerciale. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même trouvé quelqu'un qui a matché leur prix et leur demande. Je pense qu'elles sont parties sur une autre proposition, peut-être pas forcément sur un acteur comme les nôtres, pas forcément en ESN. J'étais avec eux ce matin, côté cloud, pour d'autres choses. En fait, oui, ils ont pris quelqu'un d'autre pour faire complètement différemment, à bas coût, une autre solution. Ils ne sont pas du tout partis sur ce qu'ils avaient demandé. Non, ils ont repris un autre outil pour faire autre chose et remettre la moitié de ce qu'ils nous ont demandé. Tu parles de contrat d'audit, c'est quoi exactement? Alors, un contrat d'audit présente l'ICSI, nos forces, ce qu'on fait. Le besoin identifié de Bouge ta boîte, en l'occurrence, analyser l'existant, voir un peu ce qu'on pouvait faire pour ce besoin de passer du mono-offre à un multi-offre. Et c'est-à-dire qu'on va proposer en fait une prestation de 2 jours d'analyse du besoin. On va proposer deux architectes qui vont travailler sur le projet en régie, donc engagement de moyens, et donc chaque jour facturé 900 € hors taxe pour cet audit. Il est vendu pour pouvoir faire l'offre. Pas forcément. Voir quelqu'un d'autre, mais globalement, oui, forcément, tu as un premier pied dedans. C'est plus facile. Mais, et puis, c'est souvent toi qui fais des préconisations. En général, tu préconises des choses que tu sais faire. Tu as des secteurs où tu as des clients qui ont des besoins d'audit qui leur sont demandés, en fait. Moi, j'ai travaillé pas mal avec le domaine de la santé. Et en fait, pour avoir, par exemple, des subventions, ils avaient des prérequis d'être obligés de faire un audit de leur SI et d'avoir des préconisations. Après, c'est à eux de les mettre en place, mais en gros, c'était un prérequis pour pouvoir faire autre chose. Donc, des fois, il n'y a pas forcément de prestations derrière, mais eux en ont besoin pour, des fois, pour s'équiper, pour avoir des subventions pour différentes choses. Il n'y a pas de clause d'engagement de... Non, tu es au Non. contrat. Ils peuvent prendre le résultat de cette audit et puis faire faire par quelqu'un d'autre. Bien sûr, totalement, c'est le but. Normalement, on n'est pas...
On n'est pas lié pour faire la suite, hein, mais durant la restitution de l'audit, on nous demandait déjà, en l'occurrence du prix, tarif et pour passer à la suite rapidement, parce que c'est vrai que le délai est assez court. Hein, le multi-pricing, il devait être prêt pour mars maintenant, et donc on était mi-janvier, mi-janvier, donc il fallait en 2 semaines, en 2 mois, tout soit prêt, quoi. Convaincus des échanges, de la qualité de service, forcément, et donc elles nous ont demandé, allez-y, donnez-moi un prix et faites ça maintenant. En 2 jours, on a sorti une proposition adaptée à ce qui nous semblait envisageable et réalisable. Et ce qu'ils demandaient aussi. Et ce qu'ils demandaient. La cliente n'est pas forcément évidente, la directrice de Bouche la Boîte. Le dernier message aussi, c'était que le but, c'est pas que ce soit uniquement descendant. On a besoin de vous. C'est pour ça que vous nous voyez des fois intervenir dans votre journée, dans votre quotidien. Vous ne savez pas trop pourquoi. Mieux vous connaître. Alors, mieux se connaître. Parce que c'est pas juste mieux vous connaître vous, mais que vous nous connaissiez mieux aussi. Vos préférences, vos missions, vos stacks. Si vous avez des envies particulières. Voilà, il faut pas hésiter à revenir vers nous. Et puis, parce que nous, on a des besoins qui sont quotidiens. Des fois, vous êtes vraiment la personne de choix sur la mission. On ne le sait pas forcément, on ne vous connaît pas encore tous. Donc, n'hésitez pas, on est une même équipe. Et le but, c'est ça, c'est que faites-nous confiance et n'hésitez pas à nous solliciter. Le partage du savoir, moi, c'est important pour moi, mieux comprendre votre quotidien. J'ai cette petite frustration de pas... Alors, je ne serai jamais ingénieur, ce n'est pas du tout mon envie d'être développeur. Par contre, mieux comprendre votre quotidien, j'ai vu que Maxime hier me sollicitait, m'a montré un peu, il buguait il avait un bug pour Django. C'était sympa de voir en quelques minutes son problème. Et puis moi, ça m'a mieux rebondir aussi au propos du client. Si je ne connais rien, je suis arrivé au début, JavaScript, Java, je n'avais pas fait la différence au tout début, forcément, le premier jour. Puis après, je me suis dit, il y a du boulot. Et le but, c'est de rebondir. Oui, et puis il y a aussi le côté, connaître les besoins du client. Là, les clients, il y a pas mal de clients où on ne connaît pas forcément, on voit un petit peu, mais leur point d'entrée, en fait, pour quel a été leur on appelle ça un pain point, un point de douleur, pardon, où l'idée, c'est de pouvoir le remettre un petit peu sur nos prospects, se dire, vous avez ça comme problème, je connais parce qu'on a ça on a eux comme client, et l'idée, c'est de pouvoir un peu matcher comme ça. Et plus on a ces informations-là aussi de comment vous avez travaillé, comment ça s'est résolu ce problème-là, plus on va pouvoir être pertinent dans nos approches, quoi. C'est ça, oui. Par exemple, on avait rencontré Beau Manoir avec Thomas. J'avais embêté un peu Sébastien au début pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait avec le groupe Le Duf, parce que je suis sûr, le groupe Le Duf et Beau Manoir, ils s'aiment bien. Je sais pas pourquoi, ça doit être le même type de boîte. Et puis quand j'ai dit, on travaille avec le groupe Le Duf, on dit, mais bien sûr qu'on connaît le groupe Le Duf. On s'aime bien, évidemment, des entreprises impactantes du milieu de la Bretagne. Et avoir un peu plus de contexte technique de ce qu'on a fait et pouvoir rebondir, c'est donner envie aussi aux clients, être pertinent par rapport à ces problèmes du quotidien. La co-rédaction de vos e-lamps aussi, à mettre en avant, mais avec Momo. Nos buts, c'est de vous proposer aux clients, mais pour ça, il faut que ça vienne de vous aussi. Je ne sais pas ce que vous avez tous fait sur vos expériences, donc on a besoin de vous pour rédiger vos e-lamps aussi. On vous embête avec ça, je sais, mais c'est pour arriver à trouver des opportunités aussi, pour que ce soit plus complet. Aux clients, tout simplement. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils reçoivent, et si ce n'est pas complet, s'ils ne retrouvent pas les mots-clés, s'ils ne retrouvent pas ce qu'ils vont chercher, ou s'il n'y a pas assez de détails, ils vont prendre un qui a plus de détails. Aujourd'hui, c'est ce qui est rempli sur e-lamp, c'est vraiment la vitrine de qui vous êtes avant d'avoir l'entretien. C'est ce qui va déclencher le potentiel échange avec le client et qui vous rencontre. Donc, c'est pas que pour vous embêter qu'on fait ça, c'est que moi, aujourd'hui, je peux pas le faire à votre place, quoi. Je peux refaire la mise en forme éventuellement, mais je peux pas faire le fond, quoi. Vous êtes également un commerciaux. Ah bon? Alors oui, vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous entendez, par exemple, j'apprends GMVET, mais j'ai les échos aussi, les retours d'Antoine et Thomas qui sont tout le temps. Donc, ça permet de savoir quand il y a des choses qui se passent mal de certains autres consultants. Je sais que ça fait un peu requin dit comme ça, mais voilà, la réalité, c'est que vous êtes au cœur du marché. Vous connaissez les besoins, et entre techniques, on est plus à même de dire, voilà, là, on a vraiment besoin de gens, on a un vrai besoin identifié. Et puis, quand on arrive, nous, commerciaux, et qu'on va parler de ce besoin-là qui est remonté, la porte n'est pas forcément ouverte, parce que tout de suite, quand on est ingénieur d'affaires, on sait très bien de quoi on va s'adresser. Et pour ça, on a besoin de vos retours aussi. N'hésitez pas, si vous avez dans votre réseau professionnel, vos amis, peut-être vous avez des potes dirigeants, j'en sais rien, qui sont bien placés, n'hésitez pas aussi à nous
à me faire un petit Slack et nous dire, voilà, on a entendu ça, au fait, peut-être que ça prend avec des pincettes, mais peut-être une piste voilà, pour telle ou telle personne dans cette entreprise. Et enfin, on est facilitateur de vos missions. Hein, on est en fait, on est au carrefour de la relation client pour aider les fonctionnels, pour aider le pilotage sur les projets. Par exemple, avec des clients comme Dimdoom de Ouest France, on est là pour soutenir aussi nos équipes quand ça se passe moins bien. Et en fait, le but, en tout cas, c'est de facilitateur de ça, de proposer des solutions, de vous aider, de prendre le relais quand ça va mal, et puis aussi voilà, d'intervenir. Et quand ça va bien aussi, ouais, quand ça va mal, mais quand ça va bien aussi, on est là, hein, n'hésitez pas pour vous aider dans vos missions. Voilà tout. Merci. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est trop clair. Oui, Tristan. Sur l'histoire du funnel de vente là, que vous avez présenté, est-ce que vous avez des chiffres ou des noms à nous donner? Comment ça? Bah, sur l'entonnoir de vente, là, sur les Nombre de contacts. Alors moi, j'ai des vieux chiffres de quand j'ai commencé, mais en gros, quand moi j'ai commencé dans la prospection, on me disait que quand tu passais 100 appels, tu avais 20 décrochés et tu avais un rendez-vous. Ma question, c'était plus si vous avez les noms que vous avez en ce moment à chaque étape. Quoi. Et à peu près le nombre de comptes. Non, moi, j'ai pas de... Non, pas forcément, parce qu'on a eu toute la phase aussi où on met en place pas mal de process sur le référencement. Moi, par exemple, du cible, il faut savoir qu'un référencement, j'ai passé 3 semaines dessus à rédiger le document parce qu'on me demande comment on fait un suivi de prestation, comment on fait le recrutement, sous combien de temps on est capable de répondre, qu'est-ce qu'on fait en termes de RSE. Enfin, et on essaie aussi de mettre en place des process en parallèle. Et comme on n'est pas connu aujourd'hui, clairement, hors du réseau qui existe déjà, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, si je te prends ceux que j'ai commencé en arrivant en novembre, alors c'est des gros, j'ai visé Orange, j'ai visé les plateformes et tout. Ça a commencé à se concrétiser les rendez-vous janvier, février, quoi. Donc tu mets pas mal de mois et aujourd'hui, on a plus de suspects que de prospects. De gens qui ne nous ont pas encore répondu, mais ça va venir. C'est variable. Hein. Par exemple, moi, Deltador, c'est une ETI à bonne main qui fait de la domotique. Ça fait une vingtaine de fois que j'ai contact et j'ai jamais eu encore une seule touche concrète. Puis, des fois, tu changes de personne aussi dans la boîte. Ouais, c'est ça. Tu disais des bavards, des fois, ça s'appelle des bavards, donc des chefs de projet, des gens qui sont moins haut placés, pas des C-level, parce que C-level, déjà, pour y arriver, pour la standardiser, c'est d'accord, qu'il n'y ait pas de consigne de pas passer les commerciaux au C-level. Des fois, tu tombes sur des stagiaires au standard, du coup, tu peux passer comme ça. Et là, c'est un bon moment. Tu peux filouter, hein, moi, ce que je fais. Pour dire que tu le connais très bien, en fait, pas du tout. Il n'y a pas de règle générale, en fait. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre le cas de Sofitel. J'ai appelé une seule fois et je suis tombé directement sur le DSI et il m'a pas envoyé chier, quoi. Vraiment, clairement, j'ai eu de la chance, mais j'aurais pu mettre 30 appels pour l'avoir, ce mec-là. Oui, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle absolue. On envoie des messages sur LinkedIn, des fois ça répond direct tac au tac, pas de besoin de notifier, merci, on vous connaît, on vous garde, on vous propose de revenir vers vous. Puis des fois, on peut envoyer plein de messages, on ne reçoit rien du tout. Le cible pour le référencement, depuis que je suis arrivée, je lui faisais des mails, il ne m'a jamais répondu. Je l'ai contacté sur LinkedIn, il ne m'a jamais répondu. Et un matin, j'ai reçu le mail nous sollicitant pour le référencement. Alors qu'il ne m'a jamais répondu avant. T'as mis dans une boîte et puis... Non, mais en gros, je pense que dans sa tête, il s'est dit ça va arriver, je la recontacterai ce jour-là, en fait. J'ai vu, moi, chez Creative, envoyer des profils parce que je savais qu'il y avait des besoins et envoyer un profil en mars et que le client me dise en juillet, je veux le rencontrer. Il n'est plus disponible. Enfin, vous ne pouvez plus rencontrer quelqu'un que je vous ai envoyé au mois de mars. En général, la personne, elle a eu le temps de trouver 10 missions entre-temps, quoi. Mais souvent, si tu as soit quelqu'un d'autre, c'est le moment aussi de commencer à créer ton lien. Des fois, ça va mettre un temps. Orange, j'ai mis 8 mois avant de travailler avec une personne pour finir par être la personne qui travaillait le plus et avoir 8 personnes chez lui. Alors que pendant 8 mois, il ne me répondait pas jusqu'au jour où j'ai envoyé le profil au moment où il avait le besoin.
C'est qu'il faut aussi passer par, je sais pas, des choses plus classiques, conventionnelles de commerce, inviter les clients au resto pour débloquer une affaire qui ne roule plus, ou des cartes de contact. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a plein d'approches possibles en réalité. Moi, dans mon ancienne boîte, je sais que c'était des professionnels. Alors, le monde du copieur, c'est un monde à l'ancienne, et ils démarchaient encore en voiture. Prends une zone dans la quadrille, on y va. Je suis pas sûr dans le milieu de la tech que ça fonctionne faire ça. Non, Je pense pas. surtout pas avec le télétravail. Je pense pas. J'arrive déjà où il y aura peut-être pas grand monde, et puis je pense qu'ils vont voir un commercial X arriver, et ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais là, mais c'est que je prends planter. Tu passeras pas l'accueil. Voilà, Déjà c'est que ça. ton numéro est bloqué, il y aura ta photo. Lui, Alors lui, red flag, niveau réputation d'entreprise, là, tu urines tout. Donc, il faut avoir la bonne approche en fonction du client. Il faut analyser ça finement. Ils sont plus gentils à Nantes. Une question. Pas plus que ça, hein, mais il y a du monde. Oui, j'ai des questions sur tout à l'heure, vous disiez le marché, bah, ça aussi. Est-ce que ça oscille vraiment rapidement ou est-ce qu'il y a quand même des tendances? S'il y a des tendances, Alors, avant, il y avait des tendances sur le marché. Enfin, moi, je vais parler avec mon expérience. Avant, il y avait des tendances où tu savais que quand arrivait l'été, c'était calme, qu'en septembre, ça reprenait, que fin d'année, c'était calme et que janvier, février, ça reprenait. Aujourd'hui, le marché, il est complètement plus du tout organisé. Enfin, en gros, depuis le Covid, c'est devenu hyper particulier. Et des fois, finalement, j'ai vu faire les meilleurs mois en décembre et au mois de mai, alors qu'il n'y a que des ponts, et en juillet, alors que normalement, c'est des moments où ils ne prennent pas de gens parce que tout le monde est en congé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles. Par contre, en discutant, en ce moment, tu vois, moi, j'ai échangé avec Niji, on échange avec les plateformes, tout le monde te dit qu'en ce moment, c'est quand même assez calme. Et il y a un changement que vous voyez aussi, c'est que les clients ont tendance à plus freiner aujourd'hui la partie forfait et à vouloir de plus en plus d'assistance technique. Il y a vraiment, par contre, un changement là-dessus où le client est de plus en plus consommateur d'assistance technique plus que de forfait. Alors, des fois, c'est juste sur le mode de facturation, parce qu'il y a aussi ça. Des fois, c'est juste on facture en AT, mais finalement, concrètement, au quotidien, c'est du forfait. Mais le changement, il est surtout là. Mais oui, le marché, des fois, du jour au lendemain, tu ne sais pas pourquoi, c'est calme pendant 3 mois et d'un seul coup, tes clients vont arriver en disant « j'ai 42 ans ». C'est souvent lié à leur budget. Quand est-ce que les budgets sont bloqués et le moment où ils se rendent compte que « ah, mais il me reste beaucoup de budget. Si je veux mon budget pour l'année prochaine, il faut que je le dépense. Donc, il faut que je prenne du monde. » sur des questions. Et juste là-dessus, du coup, en fait, il y a des tendances, mais c'est plus par client que global. Ouais, il n'y a pas de tendance de. Ouais, c'est aléatoire en fonction des besoins, des projets, des budgets et des projets qu'ils ont. Tu vois, Orange, qui est un gros consommateur de prestations, notamment dans l'Ouest. Là, moi, je devais voir les achats. Finalement, c'est reporté. Pourquoi c'est reporté? Parce qu'en fait, ils sont sur un projet où ils vont envoyer une partie de leur activité au Maroc. Et ça, c'est vraiment propre à Orange, alors que pourtant, c'est un énorme consommateur de prestataires. Après, tu as quand même des secteurs comme le startup, eux, ils se sont clairement calmés parce que les banques ont calmé aussi de leur côté. Oui. Donc, de toute façon, ils sont un peu tous dépendants des banques, donc les taux ont augmenté. Donc, de toute façon, ça se réduit un petit peu. Mais après, tu as des secteurs où ça continue un petit peu, comme l'assurance, la fintech, ça se développe un petit peu. Mais les gros groupes, les gros clients, en fait, ce que j'ai qualifié de grands comptes qui ont un gros potentiel de prestation, vont réussir à maintenir. En fait, quand avec le Covid, il y a eu une grosse baisse, aujourd'hui, on n'est pas forcément sur des baisses, mais on est sur du maintien. Ce qui fait quand même qu'il y a moins de missions, parce qu'il n'y a pas plus de missions. Il y a du renouvellement qui arrive, mais ils sont plus en train d'essayer de rester ISO et de ne pas avoir à supprimer des gens de leur équipe qu'en tendance de croissance quand même. J'avais une question sur souvent vous avez parlé de forfait et d'assistance technique là. Ouais. Et à un moment, on avait essayé de proposer un peu des trucs intermédiaires sur du forfait agile. Ouais. Est-ce que ça, c'est une demande des clients en ce moment pour croiser ou pas? Alors, est-ce que ça vous semble pertinent? Si je peux parler de mon expérience toujours chez Creative, on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle des plateaux pilotés. Donc, c'est un mix entre le forfait et l'assistance technique. C'est-à-dire qu'on a la façon de fonctionner d'un forfait, mais la facturation en assistance technique, avec obligation au client d'avoir un décisionnaire de son côté. Après, c'est lui qui choisit comment il veut composer l'équipe. Est-ce qu'il nous donne tout et qu'il nous met juste un décisionnaire en face, ou est-ce qu'on fait un mix avec ses équipes ou les nôtres? Et je sais que chez Creative, c'est un modèle qui fonctionne très bien et qui plaît énormément aux clients.
parce que il n'y a pas d'effet tunnel en fait sur le projet et ça permet de l'ajuster tout le temps. Et ça permet aussi sur certains profils, je pense à l'architecture, à des profils, alors sur le développement, ça marche pas forcément, on est un peu plus large dans les offres, on a de l'UX/UI, et l'UX/UI, par exemple, il n'y en a pas besoin pendant 6 mois toujours, des fois c'est ponctuel. Et en fait, ça permettait d'apporter ces expertises de manière ponctuelle aux clients en facturant que au temps passé. Et il aimait cette facturation au temps passé, cette agilité, cette transparence, et nous, ça facilitait le côté où, comme on avait quelqu'un qui était capable de prendre les décisions à l'instant T chez le client, ça restait pas bloqué pendant hyper longtemps parce qu'en fait la personne était obligée d'intervenir. Ça reste de la tête, ça. Alors le mode de fonctionnement, c'est une équipe qui travaille sur non, parce que c'est un projet donné. C'est pas genre une mission. C'est vraiment, il y a un projet, je sais pas, une refonte d'un site internet. Et c'est de l'engagement de moyens. Ça reste de l'engagement de moyens, mais c'est la façon c'est un entre-deux en fait. C'est vraiment la façon de fonctionner du forfait puisque tu as une équipe, tu as un projet à mener à bien. Donc c'est pour ça que c'est différent quand même de l'AT. Mais par contre, oui, la façon de facturer et d'agir, c'est comme l'AT. Donc c'est un modèle un peu hybride qui fonctionnait bien et où les clients étaient plutôt friands parce qu'ils avaient de la visibilité hyper régulière et ils se sentaient vraiment investis dans le sujet. Et du coup, ça veut dire que c'est le client qui décidait quand est-ce qu'il lui avait besoin d'un dev. Non, ça c'est pas ça, mais c'est par exemple si on est bloqué sur un sujet, qu'il y a un changement, qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'une personne en plus, et ben c'est de te dire la personne elle peut prendre la décision et demain on est capable de mettre quelqu'un en plus sur le sujet, quoi. Avec un engagement de TP ou un minimum? Ouais, si, oui, il y avait un minimum quand même. Il y a un pack de base qui est vendu et après tu l'adaptes, mais c'était aussi de dire au client, en fait, il y avait une évaluation, en fait, l'évaluation a été faite sur les contraintes du client, c'est soit tu répondais à une contrainte de coût, soit tu répondais à une contrainte de temps. Et en fonction de ça, tu faisais une enveloppe quand même, tu disais, bah voilà, il va y en avoir pour tant de temps et ça va coûter à peu près tant. Et l'idée, c'est que souvent, le client, finalement, ça lui coûtait moins cher. De pas grand-chose, mais souvent, ça lui coûtait moins cher que ce qui avait été chiffré. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins d'erreurs de chiffrage avec ce modèle-là. Juste, du coup, par rapport à ce que tu décris avec Creative, pour être sûr de l'apprendre, quelle différence vous faites, vous, de votre point de vue, entre du coup ce que tu appelles l'AT, enfin, plateau ou j'en sais rien, les termes que vous voulez choisir, et par exemple forfait, ticket et autres comportements parfois. Bah, un forfait, c'est que tu as un engagement de résultat. Et en gros, tu as un projet qui est fourni par un client et souvent l'équipe, elle peut être majoritairement interne. Dans le vrai forfait, il n'y a pas toujours le client qui intervient. En fait, il donne un projet, tu as l'obligation de le faire pour telle date. En gros, tu as une date de rendu à un budget qui a été défini et c'est à toi de te débrouiller pour que c'est comme ça, sinon tu as des pénalités. Et l'assistance technique, c'est vraiment... souvent, tu es chez le client et tu rejoins une équipe et un projet qui existe déjà au client, mais ça va pas être que nous, en fait. Et on n'a pas d'engagement de résultat, on a un engagement de moyens. En fait, on met à disposition des compétences. Donc, il n'y aura pas de... si demain, le projet dure 3 mois de plus, en fait, on n'est pas responsable. Et on n'a pas de pénalité. C'est le client qui s'est planté, c'est pas nous, en fait. Ok, et du coup, la Creative, il y a à la fois le mix de... Il y a un engagement de résultat, plus en même temps... En gros, c'est un engagement de résultat, mais la facturation, elle se fait au temps passé. Ok. En gros, c'est vraiment la facturation qui est facturée comme de l'AT. Et du coup, si ça dure moins de temps, en gros, c'est pas, je sais pas, on a défini 100 000 euros. Si finalement ça en coûte 95 000, le client ne va te payer que 95 000. Ouais. Par contre, si ça en coûte 102 000, il en paiera 102 000 aussi. En gros, tu t'engages à plus ou moins 15%. Ouais, donc d'un point de vue dev pur, sans toucher les factures, c'est du forfait, quoi. Ouais, tout à fait. C'est plus pour apporter des expertises. De quoi? Il se passe quoi si tu dépasses ces 15%? Alors ça c'est toi qui ça c'est comment tu l'as défini avec tout ça, c'est la contractualisation, c'est comment tu l'as négocié avec ton client et ce sur quoi tu t'es engagé et si tu as des pénalités ou non, après ça c'est de la contractualisation. Oui, il n'y a pas forcément une obligation de résultat dans si, tu as une obligation de résultat. Si, malgré tout. Ouais. Mais c'est un peu ça, non? Mais tu t'engages pas sur un résultat global, tu t'engages soit à respecter un délai, soit à respecter un nombre de jours et on facture.
Forfait en AT. Non, mais en gros, ça, on est quand même obligé de dire aux clients, on estime quand même. parce Mais en que- gros, tu t'engages que sur un secteur. Donc, soit tu t'engages à respecter un coût, soit tu t'engages à respecter un délai, en fonction de ce qui va être le plus important pour lui. T'en as où leur objectif, c'est pas mal C'est bouger là la où boîte. tu dis qu'il y a l'obligation de résultat. L'obligation de résultat de Elle est respecter sur soit le un, mais elle est coût, que sur un soit critère. sur le délai. Ça Oui. ne peut pas être sur le Non, sinon tu projet passes en lui-même ou forfait. la mission. Voilà. Sinon, tu passes en forfait. Tu vois, pour bouge ta boîte, ça aurait été de C'est respecter. là où je dis qu'il n'y a pas forcément l'obligation de résultat. Parce que pour moi, l'obligation de résultat, c'est vraiment dans la mission et vraiment dans le projet réussir, en fait, atteindre l'objectif de développer le logiciel. Enfin, je sais Si, rien. mais en fait, c'est que soit tu le fais en t'engageant sur un coût, soit tu le fais en t'engageant sur un délai. Tu vois, pour bouge ta boîte, par exemple, si on avait fait du plateau piloté, si ça devait être fait pour le mois de mars, et ben, c'est de se dire, bah, OK, on peut vous le faire. Par contre, en fait, ça va être bien plus cher que si je vous le fais pour le mois de décembre. Mais en fait, je me suis engagée à vous le faire pour cette date-là, ça sera fait. Maintenant, C'est à moi de trouver l'équipe, etc. et en fait, le coût peut être plus élevé que ce que vous avez vu parce que votre délai est très court. Si tu t'engages pas à le faire dans telle date, tel prix, Oui, donc l'obligation de résultat, elle peut être diverse. J'ai une question. C'est quoi l'intérêt pour l'ICSI d'adresser les grands comptes? Parce que j'imagine que c'est des grosses équipes, non? c'est pas forcément des grosses équipes. Moi, si je te prends l'exemple, quand je travaillais chez Orange, ils géraient 3 équipes. Chaque équipe, il y avait 4-5 devs. C'est pas forcément des. C'est qu'aujourd'hui, il y a un point de vue qui est clairement financier et économique, c'est que c'est des clients qui sont des gros consommateurs et qui vont t'assurer d'avoir du. Tu vois, demain, il y a un nouveau Covid. Bah, les gros comptes souvent arrivent à te garder leurs prestations. Quand les plus petits, ça t'as un maintien d'activité en fait qui est permanent. Et chez un grand compte, tu as une diversité des projets qui est plus élevée aussi. Tu vois, moi, les projets sur lesquels ils étaient chez Orange, le client, les équipes, c'était top. C'était que de la techno. En plus du dev, ils avaient une partie DevOps. Franchement, les projets, ils étaient vraiment top. Ils se mettaient à jour tout le temps. Et à côté de ça, il y a aussi des équipes où c'est nul. Ouais. Enfin, clairement, il y a du vieux langage, mais c'est des clients qui vont. Enfin, moi, j'ai bossé dans une boîte de télécom. Chez LDTech, on avait 450 prestataires chez Orange. Et on n'était pas le fournisseur numéro 1. C'est que c'est des très gros consommateurs, donc il y a des besoins. Quand aujourd'hui, tu vois, Et sur les Uber, grands une fois comptes, que ça sera. enfin, si on peut fournir 2-3 devs, ils vont être intéressés de. Oui, ce qu'ils veulent, c'est la qualité que ça réponde. Moi, tu vois, chez Orange, j'ai commencé, on avait une personne qui partait. Ouais, Et au final, je bossais qu'avec 2 personnes. J'avais une équipe, c'était du test, et j'avais une équipe, c'était du dev. Donc, j'avais 7 personnes chez lui. J'étais la personne qui la plus représentée, alors que je n'étais pas censée officiellement être consultée en point. Mais comme j'avais compris ce qu'il cherchait, bah, clairement, c'était de la relation client. Il avait un besoin, il m'appelait, même si je l'avais encore reçu des achats. Et il était hyper content parce qu'aujourd'hui, ils ont le problème que, comme ils ont des sociétés, des pools de compétences ou des sociétés référencées, ils vont leur apporter des profils qui ne correspondent pas forcément toujours et qui n'ont pas la qualité qu'eux vont attendre par rapport à leur projet. Et que des sociétés plus petites, justement, on va faire peut-être plus attention à ça parce qu'on n'est pas référencé en rang 1, rang 2. Et du coup, on veut vraiment se faire notre place et créer ce lien. Donc, ils vont avoir des prestations qui leur correspondent et pas quelqu'un qui veut te filer le mec qui est en IC depuis 7 mois parce qu'en fait, tu l'as recruté, mais il n'est pas très bon. Et il y a un problème il y a des notions de prix aussi, dans le fait de travailler avec des grands comptes qui veulent travailler avec des plus petites structures. Parce que quand tu travailles avec des grands comptes et que tu n'es pas référencé en rang 1 ou rang 2 comme Orange, tu n'as pas de grille. Donc tu peux aussi faire du hors-grille. Ce qui a et des avantages et des inconvénients. Et j'ai une dernière question. Dans votre quotidien, vous n'avez pas besoin, parce que vous parlez d'avant-vente, mais on n'a pas de profil vraiment avant-vente, c'est des archis qui viennent vous aider. Et il n'y a pas. Est-ce que ça vous aiderait dans votre quotidien d'avoir un avant-vente toujours là, ou c'est vraiment ultra ponctuel? Bah, aujourd'hui, pour l'instant, on est sur du ponctuel et peut-être qu'à terme, avec le développement de l'ICI, oui, peut-être qu'à terme, on aura besoin d'avoir quelqu'un qui pourra faire tous ces points-là. Moi, j'ai connu d'avoir quelqu'un qui était toujours présent et après de pouvoir faire appel à d'autres personnes. En se développant, peut-être que oui, on en aura besoin. C'est un métier à part, quand même. Ça dépend, parce que des fois, ça dépend quel est le besoin du client, en fait. Sur l'avant-vente, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui est capable de comprendre techniquement ce qu'attend le client et qui est capable de nous aider, en gros, à définir le nombre de jours pour qu'on puisse nous chiffrer.
En fait, c'est ça, c'est que moi, aujourd'hui, le client, il me dit, j'ai besoin de refaire ça. Je suis incapable de dire si, en fait, ça va lui prendre 6 mois, 1 an, ou si ça se trouve, en 2 semaines, ça peut être fait. Et s'il va lui falloir une personne, ou si au contraire, il va lui falloir une armée de 15 personnes. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on n'a pas le niveau technique, en fait, sur le fait d'être capable de faire ça. Et aujourd'hui, c'est un peu, en fait, vous êtes nos traducteurs, vous nous expliquez concrètement ce qui va attendre et combien de temps, selon vous, ça va prendre. Et nous, à partir de ça, pour faire un chiffrage. Voilà. Merci à vous.